Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais au tout début commencer par dire toute la joie et la satisfaction que j'ai de retrouver mes frères et sœurs. J'en ai perdu de vue certains depuis très longtemps, depuis une dizaine ou bien une vingtaine d'années, pour des raisons que vous connaissez, liées à nos différentes activités professionnelles, notamment les miennes qui m'ont souvent éloigné du pays. Dans tous les cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, soit virtuellement, soit dans la vie de tous les jours, pour nous rappeler de ce que nous avons partagé ensemble et qui tourne autour de valeurs islamiques, mais également me réjouir du fait qu'après 20 ans, 30 ans, que nous puissions continuer à avoir ces contacts pour partager nos expériences et pour nous aider les uns les autres. Et comme c'est déjà dit, le livre que je vais présenter aujourd'hui, celui de Jack Canfield, The Success Principles, se situe dans le prolongement de la présentation faite par mon ami et plus que frère Ndaraw Sarr, le livre de Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Prolongement à double titre, d'abord parce qu'il vient après la présentation de Ndaraw, mais également parce que du point de vue également de la chronologie de mes lectures, je puis dire que l'ouvrage de Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, a été un événement déclencheur en moi, puisque c'est après l'avoir lu et après avoir constaté comment il était pertinent et comment il était pratique et surtout ce qu'il pouvait avoir d'important pour la vie d'un cadre, que j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il a écrit encore. Et j'ai pu voir The 8 Habits, qui se situe dans le prolongement du premier ouvrage, mais également Principal Centered Leadership, un autre ouvrage où il parle du leadership centré autour des principes qui rencontre en grande partie les valeurs auxquelles nous croyons, et un autre ouvrage qui s'adresse spécifiquement aux questions de management, The Speed of Trust, où il parle de la nécessité, dans le cadre d'une grande entreprise, de déléguer, mais également d'avoir confiance aux personnes à qui on confie des tâches. Et donc, par la suite, j'ai pu tomber sur cet impressionnant ouvrage de Jack Canfield qui traite de manière spécifique, comme le dit déjà le titre de l'ouvrage, The Success Principles. L'ouvrage, si vous le voyez, c'est intitulé The Success Principles, avec en sous-titre How to get from where you are to where you want to be. Les principes du succès, comment quitter là où vous êtes pour aller là où vous allez arriver dans la vie. Et donc, pour respecter le canevas de cette activité, je dois dire quelques mots à propos de l'auteur, Jack Canfield. Il est né en 1944 à Texas, aux États-Unis. C'est un Américain donc. Et quelqu'un qui a commencé dans l'enseignement à un niveau inférieur et qui par la suite a développé sa carrière pour être professeur au niveau de certaines universités américaines. Et il est connu principalement par la première série de publications qu'ils avaient avec Mark Victor Hansen depuis les années 90, intitulée Chicken Soup vs. Soul, donc bouillon de poulet pour l'âme, où il racontait de manière générale la vie de personnes qui ont été influentes aux États-Unis dans les différents secteurs du commerce, de l'industrie, de la politique, etc. C'est donc cette première série de livres qui sont devenus très célèbres à partir des années 90 et au-delà, qui ont permis à Jack Canfield de mieux se connaître. Et d'ailleurs, un journal, USA Today, dit que Chicken Soup vs. Soul a été le 3, en termes de best-selling book, de best-seller, le 3e livre aux États-Unis dans les années 90, et il fait partie donc des ouvrages les plus influents. Et plus tard, Jack Canfield a écrit avec un autre auteur à partir de 2005, The Success Principle, How to get from where you are to where you want to be. Donc, et dans cet ouvrage qui est composé de 6 parties,
l'auteur identifie initialement 64 principes qu'il considère comme des principes du succès. Un principe, par définition, c'est une règle intemporelle. C'est en principe une règle, une sorte de loi qu'on peut appliquer, peu importe les conditions et les circonstances. S'il parle de principe du succès, cela veut dire qu'il ne se limite pas simplement à dire voilà ce qui m'a permis, moi individuellement, d'avoir le succès, mais il essaie de voir des sortes de lois qui sont reproductibles en tout temps, en tout lieu, qui doivent pouvoir permettre d'aller au succès. Je dis que dans la première édition de l'ouvrage, il avait identifié 64 principes, mais plus tard, en 2015, au 10e anniversaire de la publication de l'ouvrage, il a introduit de nouveaux principes pour prendre en considération les changements induits par la révolution communicationnelle, avec notamment l'avènement d'Internet et des technologies de l'information et de la communication. Et en faisant cela, il donne droit à un des principes de l'ouvrage, Be ready to embrace change. Il faut être prêt à embrasser le changement lorsqu'il advient. C'est donc en vue de prendre en considération ce changement-là qui est intervenu dans la vie de l'humanité, qu'il a augmenté un peu l'ouvrage. Donc, c'est finalement 67 principes et l'ouvrage est composé de 6 parties. Une première partie qui est plus théorique, the Success Principle, Part 1, The Fundamentals of Success. Là où il parle des principes fondamentaux du succès qui donc se situe un peu au carrefour de la philosophie, de la psychologie et même de la mystique religieuse, où il identifie 24 principes. C'est la partie la plus importante du point de vue du volume, mais également c'est la partie la plus théorique et certainement la plus dense. La deuxième partie, partout, transformer yourself for success, transformer votre personne, votre personnalité pour le succès. En d'autres termes, préparez-vous pour le succès. Et à ce niveau, il énumère 15 principes. Je vais revenir, bien entendu, dans les détails sur ces différents principes, mais je vais donner au moins le plan et l'articulation de l'ouvrage. Et dans la troisième partie, il relève plus du management, build your success team, considérant qu'on ne peut pas réussir quelque chose de grand en travaillant seul. Il faut travailler avec une équipe. Il faut, dit-il, mettre en place un success team. Il ne dit pas simplement un team, une équipe, mais une équipe pour le succès. C'est important, success team, parce qu'il ne s'agit pas, comme on a l'habitude de le faire chez nous, vous commencez à mettre en place une entreprise, vous avez un enfant ou bien un neveu qui chôme au village, quoique il n'entre pas de par son comportement ou bien par ses compétences dans le design normal de votre entreprise. Vous dites quand même, je l'ai fait venir. Vous avez un ami qui chôme depuis des années, avec qui vous avez traversé beaucoup de choses, quoique vous n'appréciez pas le caractère, mais vous dites, je ne peux pas, je suis quand même, j'ai de la pitié de le voir chômer, je le fais venir dans mon entreprise. Non, il dit pas, c'est pas ce qu'il faut. You have to build a success team. L'équipe doit être une équipe qui est orientée pour le succès. Le succès étant l'objectif fondamental que vous visez, c'est en fonction de cet objectif-là que vous devez construire votre équipe. Nous y reviendrons. Et dans la quatrième partie, create successful relationships. Il faut créer des relations pour le succès. Vous voyez toujours, il y a le terme succès qui détermine justement l'orientation de la vie de l'individu. Il détermine ses rapports à lui-même, il détermine ses rapports avec l'équipe, l'approche avec laquelle il travaille, mais qui détermine également les relations avec les autres. Nous reviendrons en plus en détail sur ces principes. La cinquième partie, Success and Money, il aborde la question de l'argent. Quiconque connaît la société américaine sait que l'argent est un ingrédient majeur de ces sociétés, c'est de l'oxygène dans les sociétés occidentales développées. Et donc, il a tenu à consacrer une partie de cela. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est le cas dans la plupart des pays du monde, et c'est en train de l'être également chez nous. Pour autant, donc, se faire une vision claire de ce que c'est que l'argent, de ce qu'il apporte, comment est-ce qu'on peut l'avoir, lorsqu'on a, comment il faut faire pour le maintenir, etc. Donc, la cinquième partie est consacrée à cela. Et la sixième partie, Success in the Digital Age, prend en considération un peu les mutations induites par les technologies de l'information et de la communication, la manière dont ceux qui veulent justement accéder au succès doivent se réajuster pour mettre à profit
ces opportunités extraordinaires que nous offrent les sciences et les technologies de la communication. Donc voilà les 6 grandes parties qui constituent le corps de l'ouvrage. Donc vous voyez que c'est assez dense, 67 principes. J'ai une 42 minutes, j'ai déjà parlé près de 5 minutes. Il ne sera pas possible certainement d'aller à fond dans chaque principe. Donc je vais essayer de manière linéaire de parcourir les principes en m'attardant sur ce qui me semble les plus importants et quelquefois en mettant ensemble certains principes parce que fort heureusement, il y en a qui se recoupent. Et dans la première partie, le premier principe qui me semble le principe de base le plus important dans tout l'ouvrage, take 100 responsibility of yourself. Il dit en substance, prenez entièrement la responsabilité de votre vie, 100%, pas 99%, pas 98% de votre vie. Ce qui advient dans votre vie dépend de vous. Ça ne veut pas dire qu'on doit comprendre cela de manière littérale, en considérant que nous sommes seuls au monde, nous faisons tout ce que nous voulons, il n'y a rien qui puisse influencer notre destin, etc. Mais ce qu'il veut dire, c'est que quoi qu'il puisse advenir, quelles que soient les circonstances, vous avez toujours la possibilité de choisir l'orientation que vous voulez donner à votre vie. Et cette orientation-là, ce choix-là, vous ne pouvez pas le déléguer. C'est un choix personnel. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Et quelles que soient les circonstances, vous avez toujours la possibilité de faire votre choix et de l'assumer surtout. Et donc, je le cite, il dit, if you want to be successful, you have to take 100% responsibility for everything that you experience in your life. This includes the level of your achievements, the result of you produce, the quality of your relationships, the state of your health and physical fitness, your income, your debts, your feeling, everything. Donc, il considère que si vous voulez vraiment mener une vie de succès, une vie épanouie, une vie qui rencontre justement la conception que vous faites vous-même de la vie, vous devez vous prendre entièrement en charge, vous devez être responsable de ce qui vous arrive, vous devez décider vous-même des objectifs que vous voulez atteindre, vous devez décider des résultats qu'il faut produire, vous devez décider de la qualité des relations que vous devez entretenir avec les individus, de l'état de votre santé, et en choisissant ce que vous mangez, ce que vous faites comme activité, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, etc. Et donc, prenez entièrement vos responsabilités et décidez de ce que vous voulez faire. C'est un principe qui me semble extrêmement important. Et il dit un peu plus tard, taking 100% responsibility means you acknowledge that you create everything that happens to you. It means you understand that you are the cause of all your experience. If you want to be really successful, and I know you do, then you really will have to give up blaming and complaining and take total responsibility for your life. That means all your results, both your success and your failures. That is the prerequisite for creating a life of success. Il dit en substance que ce qui vous arrive en bien ou en mal ne dépend pas forcément de vous, mais la manière dont vous déterminez par rapport à ça dépend de vous. Donc, il ne faut pas, lorsque ça ne va pas, passer du temps à se chercher des excuses, des alibis, mais il faut chercher votre part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est de passer son temps à se plaindre, à chercher les causes de ces insuccès, de ces échecs ailleurs qu'en soi, ailleurs que dans ce qu'on a fait, de se trouver des excuses. On sait bien que c'est très fréquent chez nous d'entendre des gens dire oui, je n'ai pas pu aller loin dans mes études parce que mon père est décédé jeune, laissant ma maman, on avait du flux, etc. Pourtant, combien de gens ont vu leur père décédé jeune, laissant leur maman dans des conditions difficiles, mais qui ont dit que je dois prendre mes responsabilités. Je devais me battre, travailler, même si mon père n'était pas là. Mon père n'étant plus là et devant, dès lors que je dois moi-même prendre rapidement la relève, il faut que je m'y mette, que je travaille dur, que je mette tout mon pouvoir, toute mon énergie à réussir dans mes études pour pouvoir aider mes parents. D'autres vont dire non, je vais faire cela. Donc, pour dire que la plupart
des cas, dans la plupart des cas, les gens cherchent des excuses, des alibis. Ils disent, si vous voulez mener une vie de réussite, ce qu'il faut surtout éviter, de se chercher des excuses, des alibis. Même si ça ne fonctionne pas, il faut avoir l'audace de faire face à soi, de voir ce qui n'a pas fonctionné, la responsabilité qu'on a dans ce qui ne fonctionne pas. Et donc, d'apporter aux besoins les rectificatifs au lieu de chercher les causes de son échec ailleurs qu'en soi, en incriminant la société, en incriminant sa famille, en incriminant l'État, etc. Donc, pour résumer, aller rapidement, parce qu'il ne sera pas possible de développer tout ce que je voulais dire sur ce parti qui me semble extrêmement important. L'idée, c'est ça. You will never become successful as long as you continue to blame someone or everything else for your lack of success. If you are going to be a winner, you have to acknowledge the truth. It is you who took the actions, sowed the soul, created the feelings, and made the choices that got you where you are now. It was you. Donc, il dit que si vous voulez vraiment devenir un entrepreneur, un homme d'affaires, un professeur, un médecin qui réussit dans sa vie, vous ne pouvez pas continuer à vous plaindre, à accuser les circonstances de vos échecs, de votre manque de succès. Si vous voulez être un gagnant, vous devez reconnaître la vérité. C'est vous qui avez fait ce que vous avez fait. C'est vous qui avez pensé ce que vous avez pensé. C'est vous qui vous êtes laissé emporter par des sentiments. C'est vous qui avez fait des choix qui vous ont amené là où vous êtes. Il donne des exemples. Si, par exemple, vous avez un surpoids, c'est vous qui avez mangé la mauvaise nourriture, personne ne vous l'a imposé. You are the one who didn't say no dans certaines situations. Il fallait dire non, c'est toi qui n'as pas dit non, qui a suivi les autres parce que vous avez choisi le confort et la facilité. Vous n'avez pas voulu assumer de dire non. L'inconfort lié à dire non, vous n'avez pas voulu l'assumer, etc. Donc, il y a, you are the one who stayed in the job. Vous êtes dans un travail dans lequel vous ne vous épanouissez pas. Personne ne vous a imposé de rester. C'est vous qui avez choisi de rester. Donc, vous ne pouvez pas continuer à vous plaindre de votre boulot en disant je ne m'épanouis pas, je ne gagne pas assez, ainsi de suite. Vous voyez des gens dans nos sociétés à se plaindre, mais qui ne prennent jamais de risques en disant que je suis dans un job, je ne m'épanouis pas, je ne gagne pas assez, je ne parviens pas comme je prends le risque de quitter pour aller me retrouver ailleurs. Donc, toutes les questions de choix. Alors, pour passer rapidement au deuxième principe, il dit be clear why you are here. Ça, je crois que nous, on ne l'apprend pas. Nous, musulmans, nous savons pourquoi nous sommes là. À ce sujet-là, il dit qu'il faut être extrêmement clair par rapport à ce pourquoi vous êtes là. Et ça, on voit un peu la plupart des auteurs américains, surtout ceux qui parlent du développement personnel, on se rend compte de cette dimension de spiritualité. Et l'ouvrage que Ndaro avait présenté, Stephen Covey, commence par un peu une sorte de mise en scène d'une situation. Il dit que imaginez le jour où vous êtes mort, on pose le cercueil, toute la famille, tous les amis, tout le monde est réuni. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent ce jour-là de vous? Voilà l'objectif fondamental de votre vie. Donc, c'est important d'ores et déjà de savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Pourquoi vous êtes là? Donc, les objectifs, surtout l'objectif ultime, il est important d'avoir une vision claire de ça pour pouvoir avancer et atteindre le succès. Le troisième principe, decide what you want. Decide what you want. Donc, ne laissez pas les autres décider de ce que vous voulez faire de votre vie. C'est à vous, dès lors que vous êtes majeur, de décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Le principe qui suit, quatrième principe, believe it is possible. Il faut avoir l'espoir, la foi, la confiance que ce que vous voulez atteindre, vous pouvez l'atteindre. Les gens, chaque jour, parviennent à atteindre ce principe. Donc, il s'agit juste d'y croire, de croire en vous-même et de vous battre pour atteindre cet objectif-là. Donc, c'est decide what you want, believe it's possible, believe in yourself. Il faut croire en soi, avoir confiance en soi. C'est extrêmement important. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement intelligent, d'être surdoué pour réussir. En général, les gens qui réussissent la plupart des cas, c'est des gens moyens. Mais ce qui souvent explique leur origine, c'est parce qu'ils ont cru en eux-mêmes, ils se sont donné corps et âme, ils ont eu un idéal, ils se sont battus pour atteindre cet objectif-là. Si donc vous voulez réussir également,
il faut croire que ce que les autres ont pu faire, vous devez pouvoir le faire. Ce qu'on a moyen pour faire, vous pouvez le faire. Et là, pour ne pas être trop abstrait, je peux peut-être donner une expérience personnelle sans trop personnaliser les choses. Je me rappelle lorsque je suis arrivé en terminale, j'ai quitté la première D pour arriver en terminale A. Et au début de l'année, on discute, terminale, on est enthousiaste, on prépare le bac. Et les élèves nous disent, nos camarades disent, bon voilà, si vous avez la mention, si vous avez une moyenne de 12, vous aurez la bourse entière à la faculté. Et si vous avez la mention, vous aurez également la bourse entière à la faculté. C'était intéressant pour un élève terminal de savoir que si vous avez tellement, vous serez à l'université non seulement orienté, vous aurez des bourses, des ressources qui vous permettent de continuer vos études. Moi, je dis d'ores et déjà à mes camarades que je sais que dans toutes les matières que je connais déjà, je peux avoir 12. Sauf peut-être en philo, je ne connaissais pas encore ce que c'est que la philosophie, sur la philo que je ne connais pas. Donc, j'estime que je dois pouvoir avoir 12 et je travaillais avec cette conviction. Au premier semestre, j'ai eu 12,90 de moyenne. Et je me suis rendu compte que j'ai été un peu trop ambitieux. J'aurais pu viser autre chose que ça, plus que ça. Et je travaille avec cette conviction. Je me suis trouvé avant la moyenne de l'éducation physique avec une moyenne de 15,12. J'ai pu avoir le bac avec mention et avec une moyenne assez confortable de 13 et quelques, 14,90 pour avoir justement la bourse dont j'avais besoin pour continuer mes études. Et je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un d'extraordinairement intelligent, mais je considérais qu'il fallait croire en soi et se donner à fond pour y accéder. Sixième principe, le principe de law of attraction. C'est un principe très connu, la loi de l'attraction. Ce que vous pensez, ce que vous passez votre temps à ruminer, à méditer, souvent détermine la manière dont justement vous vous comportez dans la vie. Et si quelque chose vous intéresse fondamentalement, que vous y pensez jour et nuit, que vous le ruminiez, vous parvenez souvent à atteindre cet objectif-là. Et c'est un autre auteur, Paulo Coelho notamment, dans L'Alchimiste, qui dit que si vous voulez quelque chose à fond, sincèrement, tout se passe comme si tout l'univers conspirait. C'est l'expression qu'il utilise. L'univers conspire to help you achieve your goal. Si vous voulez quelque chose de manière vraiment sincère, honnête, profonde, il dit tout se passe comme si tout le monde conspirait pour vous aider à atteindre cet objectif-là. Donc, c'est important également que lorsque vous avez un objectif, que ça soit vraiment très fort au plan psychologique, que ça vous intéresse réellement pour que vous puissiez l'atteindre sans difficulté. Cinquième principe, unleash the power of God. Il dit donc il faudra également pouvoir établir les objectifs. Les objectifs doivent être clairs. Il faut réfléchir, prendre tout le temps. S'il faut écrire, il faut écrire. Il ne faut pas se fixer des objectifs pas simplement parce que les autres se sont fixés ces objectifs-là. Les objectifs ça doit résonner en vous. Ça doit être vos objectifs. Ça doit tirer de l'intérieur de vous-même. Et donc, il ne faut pas se presser. Je crois un auteur comme Stephen Covey, pas Stephen Covey cette fois-ci, mais how to say it, le nom m'échappe, l'informaticien qui est mort, le fondateur d'Apple. Il dit the only thing, Steve Jobs, the only thing, to do good thing, great thing is to love what you do. La seule chose qui vous permet d'atteindre des choses extraordinaires dans la vie, c'est d'aimer ce que vous faites, de l'aimer sincèrement et profondément. Il dit que si vous ne l'aimez pas, arrêtez et allez faire autre chose. Et il dit que, comme pour tout ce qui touche aux affaires d'essence, lorsque vous l'aurez rencontré, vous le connaîtrez. Donc, il faudra effectivement se fixer des objectifs assez clairs qui puissent être en adéquation avec vos sentiments, avec vos valeurs, avec vos principes, avec votre sensibilité. Le huitième principe, chunk it down, il faudra également pouvoir justement la méthode cartésienne, quand un problème se présente, une difficulté, il faudra pouvoir la diviser en de petits problèmes, les objectifs également. Avoir un objectif global, mais pouvoir identifier également des objectifs spécifiques
que vous atteignez un à un pour atteindre l'objectif global. Donc, c'est une méthode très cartésienne qu'on connaît depuis Descartes. 9, c'est le clou. Le succès, ça laisse des indicateurs. Il faut des indicateurs de performance. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, vous commencez à vous y travailler. Il faut même, avant même de démarrer, savoir que voilà les indicateurs qui me permettent de savoir que je suis sur le track, je suis sur le chemin, je suis dans la bonne voie. C'est important d'avoir ces indicateurs et de faire des évaluations à mi-parcours au lieu de foncer, tête baissée simplement parce qu'on veut quelque chose. C'est important de vouloir, d'être sincère dans ce vouloir, mais c'est important également d'agir avec une méthode, d'avoir des indicateurs de performance qui vous permettent, au besoin, d'être ajusté. Parce que c'est rare de voir quelqu'un, si important que soit cet objectif, qui va directement atteindre l'objectif. En général, il passe par des échecs. Et ces échecs-là sont des moments importants, justement, non seulement dans la formation de la personnalité de l'individu, mais également, ça renforce les capacités, les aptitudes, et ça permet de faire en sorte qu'une fois qu'on accède là où on est, on a tous les éléments et on permet même à d'autres qui veulent faire la même chose d'éviter justement les obstacles auxquels on est confronté. Donc, c'est important qu'il y ait des indicateurs de performance. Release the brakes. Il faut libérer le frein. L'idée, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes bloqués quelquefois par notre éducation. Nous avons été formés d'une certaine manière. Nous avons reçu un certain nombre de choses. Il faut être modeste. Il y a tout un ensemble d'éléments psychologiques que nous avons reçus lors de notre éducation dans la vie, etc., qui font que ça nous bloque quelquefois, des échecs que nous n'avons pas pu régler, plan psychologique, des expériences. Et il faut se réconcilier avec soi-même, régler tous ces problèmes, lâcher carrément le frein. C'est comme si chacun d'entre nous avait des freins. Il l'empêchait de devenir soi-même. Il faut pouvoir justement relâcher le frein. Et l'objectif qui suit, see what you want, get what you see. C'est la visualisation. Quand vous voulez être médecin, vous envoyez lorsque vous allez arriver. Ça va davantage renforcer votre détermination et votre enthousiasme et vous permettre justement d'accéder à ce résultat attendu pour avoir le succès. 11, see what you want, get what you see, c'est ce que je viens de dire. Act as if. Act as if, c'est imaginer tout ce que vous voulez obtenir. Faites comme si, c'est-à-dire, vous voulez être médecin. Je donne l'exemple des médecins parce que c'est un cas assez pratique. Mettez-vous déjà dans la tête comme médecin. Je vois certains étudiants, c'est formidable. Même en étant pris en année de médecine, deuxième année, ils importent leur blouse, quand ils vont en week-end, ils l'ont avec eux, etc. Ils se mettent déjà dans la peau de médecin. Ça permet justement à toute l'énergie, à tout l'organisme, au cerveau, justement, de travailler à vous aider à atteindre votre objectif parce que vous êtes déjà dans ça. Vous vous imaginez déjà dans ce que vous voulez devenir. C'est comme, vous vous comportez comme si vous l'étiez déjà. Et c'est déjà important quand vous voulez une chose, que vous ne soyez pas indifférent à ce qui se passe à l'arrivée au point final. Mais quand vous voulez devenir médecin ou vous voulez devenir pilote d'avion et qu'en première année, déjà, vous voyez un médecin, vous avez pitié de lui, généralement, vous n'êtes pas assez motivé. Et je me rappelle d'une expérience qu'un ami me disait, que lui-même était en formation, je ne sais pas son nom, à l'INSEP, et il me dit, après 4-5 années, il part en stage et il voit dans le couloir, un peu loin, à quelques mètres, son professeur. Celui qui était son professeur lorsqu'il était au lycée, il le voit d'en face en train de venir. Il voit peut-être un peu la manière dont le gars semble un peu froissé avant lui. Il est découragé par ça. Donc, naturellement, ça démotive. Le monsieur, il était presque justement comme eux. Ça effectivement booste votre énergie et vous aide à travailler. Le deuxième principe, take action. Take action, il faut prendre des actions. Vous ne pouvez pas vous limiter à aimer, mais il faut prendre des actions, des activités. Il faut s'engager. You have to be a doer, not just a dreamer. Vous n'avez pas tout juste à rêver. Et il faut prendre les actions qu'il faut pour justement aller
là où vous voulez dire très clairement que ce que dans le monde l'on paye, ce que l'on récompense, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait. Il ne s'agit pas simplement de, de connaître, de savoir, mais il faut avoir le courage de prendre des décisions et de les mettre en œuvre rapidement. Il dit par exemple, some people spend their whole life waiting for the perfect time to do something. There is rarely a perfect time to do anything. What is important is just to get started, get into the game, get on the playing field. Once you do, you will start to get feedback that will help you make the corrections you need to make to be successful. Once you are in action, you will start learning at much more rapid rate. Ce qu'il dit en substance, c'est que très souvent, les gens ont des objectifs, ont des ambitions, veulent faire des choses, mais ils hésitent. Ils disent, je dois attendre, le moment n'est pas encore bien, j'attends le moment opportun. Il dit, il n'y a presque rarement, jamais de moment vraiment parfait pour démarrer. Ce qui est important, une fois que vous êtes vous avez une vision assez claire de ce que vous voulez faire, il faut immédiatement commencer. Commencez chaque fois que vous rencontrez des obstacles, voir comment faire pour les contourner. Si vous avez des échecs, avoir le courage de reprendre, comme disent les Chinois, un proverbe chinois, il faut avoir le courage de tomber 7 fois et de se relever 8 fois. Et surtout, ne pas être là en train de perdre du temps, de toujours attendre le bon moment. Il dit, do it now, commence doucement, et petit à petit, vous allez atteindre votre objectif. Et à ce propos, il y a quelque chose qui très souvent bloque les gens, la peur de l'échec. Et ça revient dans plusieurs ouvrages, notamment l'alchimiste que j'ai cité tout à l'heure. L'auteur dit, the only thing that prevents many people from doing what they really love is the fear of failure. Ce qui empêche la plupart des gens d'atteindre l'objectif, à faire de leur vie ce qu'ils veulent en faire, c'est la crainte d'échouer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il est préférable d'avoir une grande ambition, d'avoir un grand objectif et de ne pas l'atteindre à 100% que justement d'avoir de petits objectifs ou d'avoir de grands objectifs mais de ne jamais rien essayer. Donc, il dit, many people fail to take action because they are afraid to fail. Successful people, on the other hand, realize that failure is an important part of the learning process. Beaucoup de gens, il dit souvent, ils ne démarrent pas, ils ne commencent pas ou bien commencent tardivement les activités qu'il faut pour atteindre leur objectif, simplement parce qu'ils ont peur d'échouer. Il dit que par contre, les gens, les leaders, les gens qui en général font de grandes choses, c'est des gens qui n'ont pas peur de l'échec. Ils considèrent que l'échec, c'est simplement un moment du processus pour atteindre son objectif et ils continuent. Et donc, c'est important de ne pas être inhibé justement par cette peur de l'échec. Il y a un auteur, c'est également Susan Jeffers, une américaine, je crois également, qui a écrit un ouvrage qui s'inspire beaucoup de la psychologie sociale. Feel the fear and do it anyway. Feel the fear and do it anyway. Ce qu'il dit en substance, c'est que chaque fois que vous voulez faire quelque chose de grand, il y a une sorte de peur qui est là, qui semble vous inhiber. Il dit c'est normal d'avoir cette peur-là. Il y a l'incertitude de l'inconnu, mais que c'est pas là à hésiter. Commencez dès maintenant. Deuxième principe, soyez prêts à payer le prix de l'excellence. L'excellence, ce n'est pas aussi cheap, aussi facile à atteindre. C'est possible, mais you have to be willing to pay the price. Il y a un prix à payer pour atteindre tes objectifs. Et il cite Michel-Ange, qui est connu pour être un grand peintre de la Renaissance, il dit en substance, derrière l'atteinte de tout grand objectif, il y a une histoire d'éducation, de formation, de pratique, de discipline. Discipline. Il faut que vous, une fois que vous êtes fixé des objectifs, vous devez dire, vous avez une méthode de travail,
que vous acceptiez de ne pas vous laisser distraire et de sacrifices. They have to be willing to pay the price. Vous devez être prêt à payer le coût justement pour atteindre votre objectif. Et on retrouve une situation comme ça dans Success Built to Last, où les auteurs disent que success comes at the intersection between pain and passion. Le succès vient à la rencontre, à l'intersection entre pain, la douleur, l'effort, le sacrifice, and passion, la passion, l'amour pour ce que vous voulez avoir dans la vie. Donc, il faudra être patient, il faudra être déterminé, il faudra beaucoup de courage, être prêt à payer le prix si on veut réussir dans la vie. Et il cite un basketball coach qui dit par exemple que quand je joue par exemple avec Michael Jordan in the Olympic team, there was a huge gap between his ability and the ability of the other great players on that team. But what impressed me was that he was always the first one on the floor and the last one to leave. Il dit quand on joue, je vois par exemple l'écart, la différence nette entre Michael Jordan et les autres coéquipiers. Mais il dit ce qui l'impressionne le plus, Jordan était toujours le premier sur le terrain et le dernier à quitter. Donc, il n'y a pas de miracle. C'est le fruit d'un travail incessant, de longue haleine, avec méthode et discipline qui lui permet justement d'atteindre ce résultat. Donc, que ça soit dans le domaine du sport, que ça soit dans les autres secteurs, c'est la même discipline, c'est justement la même patience, la même persévérance qui doit être de mise si tant est que l'on veuille atteindre des résultats considérables. Et il cite un autre auteur, il nous reste environ 10 minutes. Wow! On accélère. Ok, je vais accélérer alors. Ah, d'accord. Ok. Il dit, if I miss a day of practice, I know it. If I miss 2 days, my manager knows it. If I miss 3 days, my agents know. André qui dit que quand je m'absente pour un jour d'entraînement, je le sais. Quand je m'absente pour 2 jours, mon manager le sait. Comment ça savoir que certainement, si tu es entraîné correctement, tu n'en serais pas à ce niveau-là. Elle dit quand je m'absente pour 3 jours, déjà, mon public le sait. Donc, c'est la régularité dans l'action qui permet d'avoir des résultats conséquents. Donc, je vais rapidement. Ask, bon, je vais sauter vraiment certains principes pour aller vite parce que le temps est encore dans la première partie, il reste 10 minutes. 19e principe, use feedback to your advantage. Il faut utiliser les feedbacks, les commentaires, y compris ce qui ne vous gratifie pas, ce qui ne vous semble pas gratifiant par rapport à ce que vous faites. Mais il faut utiliser ça à votre avantage. Il faut être disposé à ce que les gens critiquent ce que vous fassiez. Vous dites ça ne va pas. Et lorsqu'ils vous disent ça ne va pas, ne le prenez pas vous-même. Considérez que ce n'est pas vous qui jugez, c'est votre action qui juge. Demandez qu'est-ce qui ne va pas selon vous et pourquoi ça ne va pas. Et il va plus loin en disant que même les gens qui vous font ces critiques, ces remarques, il faut les remercier. Il faut les remercier de telle sorte que demain, s'ils voient que vous êtes en train de dévier une bonne trajectoire, ils auront l'aisance qu'il faut pour vous le signaler afin que vous puissiez rectifier. Ça également, c'est une qualité que nous tous devons travailler pour chaque fois qu'on fait des remarques, ne pas être sur la défensive, mais plutôt les prendre de manière positive et essayer d'en tirer le meilleur profit. Principe 20, pour constant and never ending improvement, il faut s'engager de manière continue à s'améliorer. C'est un des derniers principes de la présentation de Darrow, The Seven Habits of Highly Effective People. Always sharpen the soul. Il faut toujours justement continuer la formation, continuer à travailler, à renforcer ses aptitudes. Keep score for success. Donc, 21, quand vous parvenez également à avoir
des succès, des petits succès, il faut avoir un cahier pour les noter quelque part pour savoir si vous avez permis de l'atteindre, pour qu'au moins cette méthode, cette stratégie-là, que vous puissiez l'utiliser ailleurs si c'est nécessaire. Pratique, persistance. Il faut être persistant, persévérant dans ce qu'on fait. Là également, c'est une des qualités fondamentales que l'on retrouve pratiquement dans toute la littérature du développement personnel. Je pense à l'ouvrage de Napoleon Hill, How to Think and Grow Rich, et j'étais très surpris de voir qu'il consacre une partie entière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il considère le Mohammed, bien que n'étant pas musulman, il considère comme un modèle de persévérance, qui est parti pratiquement de rien pour créer et mettre en place une civilisation qui a impacté toute l'histoire de l'humanité. Practice the rule of five, ce qu'il appelle la règle des 5. Il faut chaque année, chaque mois, chaque semaine, essayer de se fixer au moins 5 petits objectifs à atteindre pour aller pas à pas vers le succès. Principe 24, exceed expectations. Il faut aller au-delà de ce qu'on attend de vous, surtout quand vous êtes dans le cadre d'une équipe où vous devez vous distinguer par vos qualités. Il y a un auteur qui le dit, if you are ready to do more than what you are paid for, you will at the end be paid more than what you do. Si vous êtes disposé à faire plus que ce pourquoi vous êtes engagé et payé un jour, vous recevrez beaucoup plus que ce pourquoi vous êtes engagé. Donc, au travail, ne pas passer son temps à dire que nous avons des salaires de misère, à se plaindre, etc. Mais toujours donner le meilleur de soi-même. Et à mon niveau, là où j'étais le plus impressionné, c'est vraiment lorsque j'ai été au Japon, j'ai remarqué la manière dont chacun essaie d'être, de faire à la perfection ce qu'il fait. Et un jour, nous avions une activité, un de nos collègues disait que ce qui l'impressionnait, c'est ça. C'est qu'au Japon, le chauffeur essaie d'être chauffeur à la perfection. Le balayeur essaie d'être balayeur à la perfection. Comme dit Sartre, le garçon de café joue au garçon de café. Donc, il faut faire, donner le meilleur de soi-même, aller au-delà des attentes justement de l'équipe avec laquelle on travaille pour pouvoir justement avancer et atteindre le succès. Je vais rapidement dans la deuxième partie. Transform yourself for success, drop out the end and out of the club. Il faut se séparer des gens qui ont une humeur négative, qui passent leur temps à plaindre, etc. Il dit que c'est des gens qui vont vous déposséder de votre énergie positive dont vous avez besoin pour le succès. Donc, il faut choisir ceux avec qui on doit être lorsqu'on veut effectivement atteindre le succès. Et ça, je crois que ce n'est pas contre nos valeurs. Quand le professeur Sam dit que demande de choisir ceux avec qui vous devez être, parce que chacun est dans la religion de son ami, c'est dire l'importance qu'il y a de choisir les personnes que l'on fréquente, parce qu'on dit en général que vous êtes à peu près la moyenne de 5 personnes que vous fréquentez. Si vous voulez réussir de grandes choses, il est important d'être entouré par des gens qui ont de grandes ambitions et qui ont réussi de grandes choses. Positif passe. Il faut reconnaître ce qui est positif dans le passé pour pouvoir build on that, pour pouvoir bâtir, capitaliser sur sa partie. 27. Keep your eye on the prize. Keep your eye on the ball. Quand vous avez un objectif, il faut être pratiquement obstiné. Il faut keep the end in mind, comme dans l'ouvrage présenté par Naro, la fin. Et dans d'autres ouvrages, il faut avoir l'objectif toujours en tête, de manière constante, ne pas vous laisser dévier par les circonstances ou bien par de simples opportunités qui peuvent être positives, mais qui peuvent vous détourner de votre objectif fondamental. Clean up your messes and your incompleteness. Quand il dit en général, un travail, il faut le faire de manière complète. Ne le faites jamais à demi-moitié. S'il y a des choses qui restent, il faut le faire avant de continuer pour attaquer une autre étape. Je vais certainement sauter certaines choses pour ne pas trop perdre du temps. Stay motivated with the masters. Il est important d'avoir justement l'encadrement des gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez réussir dans la vie, d'avoir des mentors. Feel your success with passion and enthusiasm, c'est important. You have to love what you do.
pour réussir dans la vie, c'est important d'aimer vraiment, sincèrement, ce que l'on fait. Je passe rapidement pour des raisons de temps. Embrace change, il faut également être disposé à embrasser le changement. Le changement, ça arrive, il ne faut pas être figé. Il faut pouvoir, chaque fois que c'est nécessaire, faire les adaptations nécessaires pour atteindre notre objectif, en disant que la stratégie, ce n'est pas une fin. La fin, c'est l'objectif final. Si vous avez au départ mis en place une stratégie et vous vous rendez compte qu'il y a des circonstances qui font que la stratégie ne marche plus, il faut rapidement pouvoir justement l'arrêter et continuer. La troisième partie, Build Your Success Team. J'ai parlé au début d'équipe de succès. Une équipe, ce n'est pas un simple agrégat d'individus, un ensemble d'individus, certes, mais un ensemble d'individus qui ont un ou des objectifs communs, une méthode commune, qui ont un engagement les uns vis-à-vis des autres. Il dit donc, il faut avoir une équipe orientée vers le succès. Et dans cette partie, il dit, stay focused on your core genius. C'est important que chacun d'entre nous sait qu'il y a quelque chose qu'il peut faire lui-même, mais il y a des secteurs dans lesquels il n'est pas très performant. Et en mettant en place votre équipe, il faudra vous concentrer sur ce que vous pouvez faire et compter sur les autres pour vous compléter. Ce que vous ne pouvez pas faire, les secteurs dans lesquels vous avez des lacunes, n'ayez pas honte de recruter des personnes qui peuvent vous combler, qui peuvent venir vous compléter et travailler avec vous. Redefine time, la gestion du temps, je crois que je n'ai pas besoin de trop m'attarder là-dessus. Tout le monde sait l'importance qu'il y a à avoir un objectif, d'être concentré. Il dit quelque part que la télévision, les mails, toutes les choses qui nous distraient, il faut pouvoir quelquefois s'en détourner. Just to keep focus on what we want to achieve. Build a powerful support team and delegate them. La question de la délégation, il faut non seulement avoir une powerful équipe performante, mais il faut également pouvoir le déléguer parce qu'on ne peut pas être partout, surtout si on est top manager. Il faut être vraiment sur les questions de stratégie, les questions de management, les questions de base, d'experts et autres là, les laisser aux autres le faire. Et là également, c'est important de savoir qu'on délègue, comme on dit, les tâches, mais on ne délègue pas de responsabilités. Vous êtes dans une équipe, vous allez choisir vos collaborateurs, vous travaillez, on va fixer des objectifs. À l'interne, vous pouvez évaluer vos agents, mais quand il y a un chef global, vous assumez en disant que c'est moi. En tant que directeur, j'ai des agents, j'ai des chefs de division. Mon ministre m'a confié des responsabilités. Ça n'a pas fonctionné. On vous fait des remarques, ne dites pas c'est mon secrétaire, c'est tel. Dites que c'est vrai que au niveau de notre équipe, il y a eu des manquements, mais c'est ma responsabilité parce que c'est moi qui ai dû contrôler le document avant de me sortir de la direction. C'est important également d'assumer intégralement ses responsabilités. Become a leader worth following. Il faut être un leader que les gens aiment suivre parce que vous donnez le bon exemple. Lead by the example. Hein, aussi bien par votre régularité dans le travail, par votre sérieux, par votre honnêteté, par votre intégrité, également par l'importance que vous donnez au travail. Ne donnez pas l'impression à vos agents, à vos équipiers que vous êtes paresseux, que vous ne faites que simplement pratiquement s'adosser à eux pour réussir, mais que vous n'êtes pas vous-même prêt à donner le meilleur des noms. Donnez-leur l'exemple que vous pouvez en faire davantage que create a network and mentors and also will up-level you. Il faut créer, dit-il, un réseau de mentors, hein, de personnes qui ont déjà réussi de grandes choses pour justement s'inspirer d'eux, pour apprendre auprès d'eux, etc. Hire a personal coach, ça c'est vraiment américain. Il faut quelquefois prendre un coach carrément pour vous former. Mastermind your way to success, ainsi de suite. Ça entre toujours dans le même ordre d'idée d'avoir une équipe à succès, non seulement de proches collaborateurs, mais également de mentors auprès de qui vous pouvez continuer individuellement à accélérer votre formation professionnelle et à la perfectionner. La quatrième partie, create successful relationships. Il faut créer également toujours des relations en vue de l'objectif que vous êtes fixé. Vous voulez atteindre quelque part, vous allez arriver à un certain niveau. Essayez de voir ce dont le compagnonnage vous permet d'y arriver. Et tous les gens dont vous êtes certain que un compagnonnage avec un risque de vous dévier de vos objectifs, bien un risque de retarder l'atteinte des objectifs, si vous ne pouvez pas au moins rompre carrément avec ces gens, au moins passer le moins de temps possible avec ces gens pour éviter justement une erreur de votre énergie inutilement
Donc, il dit here and now, il faut être là, présentement, commencer rapidement, pour ne pas perdre du temps, soyez ici et maintenant. Have a heard talk, il faut parler clairement, c'est important, la communication également, surtout dans notre contexte contemporain, c'est important d'avoir quand même des aptitudes en matière de discours et de communication pour pouvoir formuler en des termes clairs les objectifs justement qu'on veut fixer à ses collaborateurs. Et lorsqu'il s'agit de les évaluer, de pouvoir leur dire clairement également ce que vous voulez leur dire, qu'ils puissent le saisir correctement. Tell the truth faster. 50e principe, il dit dites la vérité tout de suite. C'est important de dire la vérité quand les choses ne marchent pas et dire les choses telles qu'elles sont. Quand vous devez dire à un agent également, un de vos collaborateurs, quelque chose qui est désagréable aussi, mais qui relève de la vérité, il faut le dire tout de suite. Il y a un auteur qui dit que telling the truth makes a problem part of the past. Quand vous dites la vérité au sujet d'un problème, il dit que ça devient une partie du passé. Par contre, si vous le cachez, if you hide it, il dit que you make it part of the future. Quand vous cachez la vérité, un jour ou l'autre, ça surviendra. Donc, ça va vous rattraper. Donc, un des principes fondamentaux, la vérité, il faut le dire tout de suite, même si c'est désagréable, même si ce n'est pas confortable. Assumer tout de suite les conséquences et passer à autre chose pour que cela ne continue pas à peser sur votre avenir et sur l'atteinte de vos objectifs. Voilà, on rajoute encore 5 minutes parce qu'on a un peu de départ. D'accord, rapidement, je vais continuer. Donc, keep your agreement, c'est dans la même idée également. Il faut également garder sa parole. Une fois que vous donnez parole, il faut la respecter. Ça également, c'est des valeurs que nous partageons. On n'a pas besoin de trop nous attarder là-dessus. Principe 55 et de la classe. Be a class act. Surtout dans certains types de métiers, il faut vraiment, du point de vue du port vestimentaire, du point de vue de la présentation et tout, quand même se mettre à un certain niveau pour pouvoir être à l'aise dans l'environnement de travail que vous créez. La 5e partie parle de l'argent, success and money. L'important de l'argent, je les procède rapidement dans les sociétés contemporaines, surtout dans les sociétés développées. Develop a positive money consciousness. Donc, il faut cultiver une attitude saine envers l'argent. Parce que beaucoup de gens, ils ont un soupçon infondé simplement sur les riches et sur ceux qui ont de l'argent, alors qu'on peut bien avoir de l'argent de manière honnête et en ayant de manière honnête faire de bonnes choses qui soient profitables. Et chacun d'entre nous, à mon avis, doit essayer d'en avoir le maximum possible en respectant, bien entendu, les valeurs et les critères éthiques qui doivent guider nos comportements. Ne serait-ce que parce que notre communauté en a besoin, nos frères, nos amis, la communauté en a besoin. You get what you focus on, c'est un principe. Vous parvenez souvent, vous obtiendrez ce que vous désirez le plus ardemment. Donc, c'est important. It's very important to focus on what you want. Pay yourself first. Pay yourself first. L'idée, c'est d'abord, il faut se payer avant tout le monde. L'idée d'investissement, ce que vous gagnez, si petit soit-il, il faut au moins prendre 10% et l'investir quelque part. Que ça vous appartienne, que ça ne sorte plus, que ça puisse produire autre chose plutôt que de dépenser tout ce que vous gagnez. Master spending game, il faut maîtriser l'art de dépenser, spend more, first make more, ainsi de suite. Give more, get more. Pour donner aussi, you have to give back. Hein? Et quand vous donnez, ça vous encourage également à travailler davantage et c'est gratifiant au plan psychologique et moral. Find a way to serve, il faut également servir, ça fait partie des principes du succès. Il ne faut pas être égoïste, il faut penser à la communauté. C'est des principes sur lesquels je passe rapidement et la 6e partie, Success in the Digital Age, il intègre, je dis, c'est une partie qu'il a additionnée à la dernière édition de l'ouvrage, Masters of Technology Unit. Vous ne pouvez pas maîtriser toute la technologie, bien entendu, toutes les technologies. Mais dans votre secteur d'activité, essayez de faire en sorte que la technologie dont vous avez besoin et qui est la dernière possible, que vous puissiez la maîtriser pour la mettre à profit pour l'atteinte de vos objectifs. 64e, c'est brand yourself with an online person. Donc, c'est un peu l'utilisation des TIC et autres là pour justement
se mettre à jour, gagner du temps, aller le plus rapidement possible. Use social media in a way that enhances your reputation. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un bien en soi, ce n'est pas un mal en soi. Tout dépend de l'usage qu'on a fait et il faut les utiliser pour renforcer votre réputation. Quand vous avez une entreprise, vous avez besoin de la com, vous avez besoin de faire connaître, essayez d'utiliser ces réseaux sociaux-là justement pour renforcer votre réputation. Use the exponential power of crowdfunding. Bon, ça c'est des stratégies également de mobilisation de ressources de plus en plus utilisées, notamment avec la technologie, justement pour engranger de l'argent, pour le mettre au service de la cause pour laquelle justement on travaille. Connect with the people who can't extend your vision. Il faut également vous connecter avec les gens qui peuvent vous aider à avoir une vision plus claire de ce que vous voulez faire, qui peuvent vous aider à aller plus loin. Je crois que si le temps est déjà arrivé, je peux m'en arrêter là et attendre les questions-réponses pour développer. N'est-ce pas? Okay. C'est bon? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Jazakumullah khairan, son excellence. Donc, merci pour cette remarquable présentation. Vraiment très investie, très riche. Et on est un peu désolé avec la contrainte du temps que vous n'ayez pas pu aller dans le fond comme vous le souhaitez. Maintenant, je pense qu'on va peut-être laisser les gens réagir ou bien poser des questions. Inch'Allah. Ceux qui veulent, je vois Dr. Lee qui a levé la main. Donc, on va lui donner la parole pour 2 minutes, Inch'Allah, au maximum. Et les autres, si vous voulez intervenir aussi, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole à la suite. Donc, à la suite des réactions, on redonnera la parole à son excellence qui va répondre aux questions. Donc, on peut prendre, je pense, au maximum 5 personnes. Donc, docteur Lee, allez-y. Donc, les autres, vous réagir. Alors, ouais, c'est bon. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Donc, comme le temps est extrêmement limité, je vais faire très vite. Je vais commencer d'abord par vraiment remercier notre grand frère Khar pour la qualité et la richesse de sa présentation. Et ça ne m'étonne pas de sa part. Juste pour faire une anecdote, moi, quand je suis arrivé jeune étudiant à l'université, j'avais remarqué déjà sa rigueur et son sérieux et le goût qu'il avait pour les études. Et il y a toujours un souvenir qui m'est resté, c'est qu'à chaque fois que je venais au niveau de la mosquée ou à la bibliothèque, je le trouvais en train d'étudier. Il avait toujours un livre entre les mains. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et présentement, je sais qu'il a un emploi du temps qui est hyper chargé, mais il est généreux sur le plan intellectuel. Il m'arrive d'avoir quand même des échanges avec lui. Il prend toujours de son temps pour conclure certaines questions. Il partage aussi des textes sur lesquels nous avons en commun les mêmes intérêts. Pour en revenir à ce qu'il a dit, je pense que globalement, on peut voir qu'il y a voire même des similitudes, voire même des adéquations entre les principes qu'il a développés et le patrimoine intellectuel et voire même affectif de l'islam. Et donc, pour dire finalement que rien ne nous empêche de s'ouvrir aux apports d'autres savoirs qui peuvent être bénéfiques pour le musulman, à la condition de tenir compte de nos propres finalités et de nos propres enjeux. Et donc, pour terminer, je voudrais juste poser 2 questions. La première, c'est la difficulté d'application de ces principes dans l'environnement sénégalais. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a un problème de discipline, il y a un problème d'assumer les choix qu'on peut faire par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il a trouvé, parce que dans la présentation, il y a l'aspect du point relatif aux critiques qu'on peut éventuellement émettre. Est-ce que, par exemple, parmi les principes énoncés, il prouve qu'il y a des principes qui sont en porte-à-faux avec l'islam? Salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. On prend un autre intervenant. Bon, chers amis, je peux? Allez-y. Voilà, je remercie son excellence, le frère, pour l'excellente présentation. Donc, moi, je pense que la présentation, elle est détaillée et très claire. Jusque peut-être que j'aimerais plutôt qu'il fasse une synthèse. Par exemple, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de principes. Peut-être les scinder en groupe de principes qui nous permettront de mieux comprendre. Parce que moi, personnellement, je vois qu'il y a des choses qui viennent de, comment dirais-je, de nous-mêmes, de nos dispositions,
et de notre foi, et les autres, ça vient de l'action. Il y a deux groupes de principes, des principes comment dirais-je, de foi, de croyance, etc., et des principes qui viennent vraiment des actions. Ça, c'est important pour moi à prendre en charge. Mais moi, ma question, c'est par rapport à la définition même de la réussite, du succès, je veux dire. C'est ça, c'est le point qui m'intéresse le plus. Comment est-ce qu'il définit le succès dans ce travail-là, dans le livre qu'il vient de nous présenter? Je vous remercie. Merci. Un troisième intervenant. Bon, s'il y en a pas, je vais poser une question. Donc, bon, à l'image je dirais, du Sahaba qui était venu dire au professeur sallam, dis-moi une ou deux choses sur lesquelles, si je les applique, bon, j'atteindrai le succès. Voilà, vu la quantité d'informations qui est dans le livre, c'est vraiment large, vraiment détaillé. Donc, si on devait résumer de manière assez simple, quelques 2, 3 ou même, en tout cas de manière plus résumée possible, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce livre-là? Moussa voudrait prendre la parole. Salam alaikum. Salam alaikum. Je vais poser une question qui a rapport peut-être avec le frère. Bon, je vois que la présentation, le bouquin, l'œuvre, c'est en anglais. Bon, est-ce que le frère a eu à faire des études en anglais? Bon, c'est la question que je voulais poser, quoi. Jusqu'à ce qu'il puisse maîtriser un livre écrit en anglais et de faire une présentation là-dessus. Donc, je voulais juste savoir s'il a fait des études en anglais. Merci. D'accord, merci. On peut prendre peut-être un dernier intervenant. Elhadj Baldé. Alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alors, je voudrais remercier et féliciter le frère Khardjou pour son excellente présentation, très dense, très détaillée. Nous avons beaucoup appris. Mais en l'écoutant, je me pose la question de savoir s'il n'a pas un projet pour écrire un livre de développement personnel à la lumière des enseignements de l'islam et de nos réalités sénégalaises, pour avoir plus de prise sur notre écosystème culturel et spirituel. Je pense que c'est un fossé qu'il faudrait combler, soit lui ou peut-être quelqu'un comme Daraou. Je pense qu'ils sont très intéressés par le développement personnel depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous n'avez pas un projet d'écrire ne serait-ce qu'un manuel ou peut-être un guide en s'inspirant fondamentalement des principes de l'islam, de nos réalités sénégalaises, mais aussi de l'ouverture par rapport à ce qui se fait bien ailleurs? Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh. Donc, je pense qu'on peut, à présent, on a pris 5 intervenants. On peut donner la parole à son Excellence pour répondre aux questions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères, c'est vraiment un énorme plaisir déjà à travers la voix. Je reconnais certains et comme je dis, c'est vraiment une très grande joie de vous retrouver pour échanger avec vous sur ces questions-là. Bon, le frère Oumarli, je crois que c'est le premier intervenant de par sa voix que je reconnais et comme il le dit, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange sur beaucoup de questions, notamment relatives à l'islam et aux défis qui se posent à notre religion dans le monde actuel. Bon, honnêtement, j'ai lu et relu le livre, comme j'ai dit, c'est un de mes livres de chevet. Mais quelque chose qui heurte ma conscience islamique, franchement, je ne l'ai pas retrouvé dans le livre. Je considère que même c'est un livre très spirituel. Je le disais au départ, la plupart des grands auteurs américains dans le développement personnel, d'abord, c'est une société de croyants. Les États-Unis, il faut, je ne crois pas, perdre de cet aspect-là.
Et très souvent, c'est des gens qui sont très spiritualistes. Donc, ce qui fait que parmi les principes qu'il a déclinés, je n'en trouve pas qui heurtent de front mes convictions islamiques. Peut-être il y a quelque part un principe de demander, ask, compris d'une certaine manière. Pour certains, on peut considérer que c'est anti-islamique, mais ce qu'il veut dire en substance ici, ce n'est pas forcément tendre la main, demander de l'argent, etc. Mais c'est surtout ne pas être assez timide pour aller vers les gens, partager demander leur expérience. Si vous avez besoin du boulot, de venir faire votre offre, de postuler, etc. Et je donne un exemple que je n'ai pas pu utiliser dans ma présentation pour illustrer. Ça, c'est l'exemple d'un jeune Japonais qui voulait travailler dans une grande entreprise pour montrer comment les Japonais sont également persévérants dans l'entreprise d'un monsieur. Et il ne le connaît pas, il n'a aucun contact possible avec lui, il mène des enquêtes jusqu'à savoir là où habite le monsieur. Et il se débrouille pour que chaque jour, au moment où le gars doit sortir pour aller au boulot, il est devant sa porte, là pour sa maison. Et lorsque le gars sort de la maison avec son véhicule, il le salue en faisant le salut des Japonais là, il bosse. Hein? Il le fait systématiquement, comme s'il y avait quelque chose, comme si c'était le garde du corps du monsieur. Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait une forte pluie, le monsieur sort et trouve le gars encore là à la porte, malgré la pluie, à l'attendre et à le saluer de la même manière. Le monsieur l'invite dans son véhicule parce qu'il pleuvait très fort et lui demande qu'est-ce qui est à l'origine de son comportement. Il dit simplement que je veux travailler dans votre entreprise. Et je ne vous connais pas personnellement, je n'ai pas d'autre moyen d'accéder à vous. J'ai cru que par ce procédé-là, j'allais attirer votre attention et que j'aurai l'opportunité de vous demander ce que je veux, de me donner l'opportunité de servir dans votre entreprise. Donc, sous ce rapport-là, c'est pourquoi il dit que beaucoup de gens sont bloqués dans des situations d'où il aurait pu sortir facilement s'il avait eu le courage d'aller demander aux autres et de ne pas avoir peur d'être rejeté, c'est-à-dire qu'on te dise non. Et l'autre dit en ce sens, même si on te dit 99 fois, il faut continuer en disant que ce non ne vous est pas dirigé, c'est dirigé peut-être contre une chose, contre une activité, etc. Mais ne le prends pas personnellement et que si vous persistez, vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire oui. Ça ne l'a pas permis, mais il y a des exemples qu'il donne souvent pour agrémenter des cas concrets pour montrer comment ces principes peuvent se retrouver au-delà des aires culturelles. Parce qu'un principe, c'est également ça, c'est une loi, comme j'ai dit au départ. En parlant de principe, comme on parle de loi au sens épistémologique du terme, c'est une règle qui doit être applicable, peu importe le contexte. Quand vous prenez un ouvrage comme l'ouvrage de Robert Greene, 48 Laws of Power, il essaie de voir quelles sont les règles et les lois qu'on peut utiliser n'importe où pour accéder au pouvoir et en y accédant, comment justement gérer ce pouvoir. Donc, c'est pas par hasard qu'il ait choisi le titre de ce principe of success. Il n'a pas parlé d'autre chose, mais il a parlé de principe de succès. Maintenant, il y a une difficulté majeure et là, je vais en profiter pour répondre à une autre question. La définition du succès. On ne trouve pas une définition exacte de ce qu'il appelle par succès, mais on a une idée plus ou moins claire de ce qu'il appelle par succès. C'est l'atteinte des objectifs fondamentaux qu'on s'est fixés soi-même. Ce n'est pas avoir tel montant qui est le succès, ce n'est pas être présent qui est le succès en soi, c'est que chacun définit ce qu'il veut, ce qu'il considère comme fondamental et qu'il considère qu'une fois qu'il l'aura, il considérera qu'il a réussi sa vie. C'est ça qu'il appelle le succès. Et je crois qu'il y a un autre ouvrage qui est allé également dans ce sens, c'est The Success Built to Last, qui est également un ouvrage. J'ai hésité beaucoup entre les deux ouvrages parce que cet ouvrage-là, il est également très pertinent. Lui-même, les auteurs se sont rendus compte dès le départ qu'il était difficile de définir, de donner une définition du succès qui soit satisfaisante pour tout le monde. Donc, ils ont fait des enquêtes auprès de plus de 500 quelques personnalités qui considèrent qu'ils ont atteint les objectifs fondamentaux de leur vie. Et il a essayé de voir, les auteurs essaient de voir qu'est-ce qui leur a permis d'accéder à ça. Il y a par exemple Nelson Mandela, il y a des professeurs d'université, il y a des musiciens comme Bono, il y a des hommes politiques, il y a des généraux de l'armée, etc. Et il essaie de voir qu'est-ce que ces gens-là
ont en commun, c'est souvent l'amour de ce qu'ils font, c'est souvent l'engagement, c'est souvent la volonté de servir, d'impacter dans la vie des individus de manière positive, etc. Et très souvent, on se rend compte que, à la différence de ce que beaucoup de gens pensent que le succès, c'est avoir de l'argent, c'est avoir la renommée. Ce qu'ils appellent les builders, les bâtisseurs en général, l'argent, la renommée, tout ça leur vient après. Mais quelquefois, ils ont une passion pour quelque chose. Ils ont voulu réaliser no matter what, ce qui a fait qu'une fois maintenant qu'ils arrivent à ce niveau de succès-là, les gens considèrent que ce sont des gens qui ont du succès parce qu'ils ont devenu célèbres ou bien parce qu'ils ont de l'argent, etc. Mais au départ, ce n'est pas leur objectif de départ. C'est pourquoi ils disent que you can't succeed doing what you love. Même si c'est quelque chose qui paraît négligeable, pas important pour la société. Toi, quand tu considères que c'est ça qui importe après tout et que vous vous mettez en mouvement pour atteindre votre objectif, lorsque vous l'aurez atteint, vous aurez eu la réussite. C'est ça. On a interviewé plus de 500 quelques personnes. Et donc, quelquefois, la définition peut varier d'un individu à l'autre, mais ce qui est important souvent, c'est des gens qui considèrent qu'ils se sont accomplis. Je crois que c'est le plus important. Ce n'est pas forcément les richesses matérielles, ce n'est pas l'accès à une position élevée dans une entreprise ou bien en politique autre qui permet de dire que tel autre a réussi. Il y a des gens peut-être qui peuvent passer inaperçus dans la société, mais qui considèrent qu'ils ont réussi simplement parce qu'ils s'étaient fixés près des objectifs modestes par rapport à leur conception de la vie et qu'ils ont pu atteindre en toute sérénité. Ces personnes-là, on peut véritablement les considérer comme des personnes qui ont réussi. Il n'empêche que, du point de vue social, il y a des personnes qu'on considère comme ayant atteint des résultats quand même assez costauds pour impressionner presque tout le monde. Et on en cite beaucoup dans le livre. Bon, une autre question relative à ce que j'ai fait des études en anglais. Je crois que j'en ai fait comme tout le monde. Du collège en 6e jusqu'au bac. Et plus tard, bon, je me suis débrouillé moi-même tant bien que mal avec l'aide des documents audio, vidéo qu'on trouve sur Internet. Et j'ai surtout bénéficié lors de mon séjour au Japon d'un environnement parce que j'étais en débutant en 2004 à Sal au Japon pour apprendre la langue et la culture japonaise. Nous étions un groupe de 40 diplomates. Il n'y avait que 2 francophones. Un burkinabé et moi, le reste venait des pays anglophones, russophones, etc. Et donc, l'anglais était la langue de rencontre. Au départ, j'avais des difficultés, des appréhensions comme tout le monde. Mais une fois que je me suis mis au boulot, je suis arrivé, on a fait quelques semaines, je me suis rendu compte que ce que nous avions appris en anglais du lycée à la terminale était assez important. C'est nous qui n'avions pas justement évalué ça juste une mesure et qui ne faisons pas des efforts pour approfondir ça. Et que dès qu'on est en situation, on sait que c'est tout à fait possible. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à reprendre moi-même des leçons, prendre des documents, des dictionnaires, reprendre la grammaire, ainsi de suite. Ça a même posé un travail supplémentaire parce que la plupart des collègues qui venaient des pays anglophones parlaient déjà anglais de manière beaucoup plus fluente que moi. Donc, ça a même posé un travail supplémentaire. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait des manuels français, japonais, anglais, japonais, indonésien, japonais, taïwanais, japonais. Chacun prenait quelque chose avec une version japonaise. Lorsque le Burkina avait appris la version française, j'ai dit, moi, je ne prends pas la version française parce que je ne gagne rien à l'apprendre. Donc, je prends anglais, japonais. Ce qui fait que chaque fois qu'on devait faire cours, parce que c'était vraiment intense, on avait des cours d'écrit chaque jour. J'avais mon dictionnaire la veille, la leçon qu'on devait préparer. Je vois ici, il y a 2 ou 3 mots anglais que je ne comprends pas. Je vois la signification, j'écris au crayon à côté. Le week-end, nos cours s'arrêtaient le jeudi. Le week-end, j'allais à la bibliothèque pour essayer de lire des livres en anglais. Et ça m'a beaucoup aidé justement à approfondir mes aptitudes dans cette langue. Et je me suis rendu compte de l'importance de l'anglais comme culture, une des langues les plus parlées au monde, surtout du point de vue de la documentation. Beaucoup de livres sont disponibles en anglais. Ils sont écrits dans d'autres langues. Facilement, ils sont traduits en anglais, ce qui n'est pas le cas si c'est le contraire. Il s'ajoute que dans mon métier, dans la diplomatie, il arrive que l'on assiste à des activités, des conférences, des réunions où quelquefois on a des problèmes de traduction. Donc, si soit
la traduction, le document de base, le draft écrit en anglais et puis on traduit en français, souvent la traduction est mauvaise, ou bien, quelquefois, il n'y a pas de traduction. Ce qui fait que très souvent, quand j'arrive lorsque par exemple j'étais en Belgique, j'allais en réunion aux ACP, comme tout le pays est représenté les 79 États membres, dans la distribution des documents. Si c'est table au Sénégal, on pose les documents qui sont en couleur bleue, en français. L'anglais est en rose. Moi, je vais plus sur une table, il y a des documents pour prendre la version anglaise, ajouter à la version française pour essayer de comparer, parce que souvent, le draft de base, la version anglaise est qui est souvent authentique, c'est la traduction souvent est en pas de bonne qualité. Pour dire qu'au Sénégal, nous avons la base qu'il faut, c'est la pratique des défauts. Si on s'y met facilement, surtout avec maintenant toutes les ressources qui sont disponibles sur Internet, c'est possible d'avoir les aptitudes qu'il faut pour pouvoir lire correctement l'anglais. Je n'ai peut-être pas la bonne prononciation, je n'ai peut-être pas la très bonne grammaire, mais je peux quand même, j'ai lu au moins une dizaine de livres et d'articles en anglais complètement, sans avoir besoin d'intermédiaires, quelquefois même pas de dictionnaire. Donc, cela dit que ça reste également pratiquement à la portée de vous tous. Je crois que c'est le frère Balé Pera qui parle de projet de livre de développement personnel à la lumière de l'islam et de nos écosystèmes culturels. Je crois que ce serait une chose fondamentale. J'y ai pensé à un moment, surtout lorsque je lisais beaucoup les livres de développement personnel. Il y a, par exemple, des livres écrits qui s'inspirent un peu de Bible, de la Bible, du moins. Et j'ai même des livres comme ça, Leadership by the Book, de Maxwell, je crois, et d'autres livres. Et donc, je me dis qu'il serait certainement bon. Ne serait-ce que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, c'est un modèle de leadership parfait, et que les autres même le savent. Donc, ce serait intéressant qu'également, à notre niveau, que nous essayons de faire quelque chose dans ce sens. Heureusement, il y a Bilal Phillips, le Bilal Phillips, qui a écrit également The Seven Habits of Highly Effective Muslims. Il pastiche un peu le titre de Stephen Covey qui parle de The Seven Habits of Highly Effective People. Il se limite à Bilal Phillips, donc Bilal Phillips, The Seven Habits of Highly Effective Muslims. Les 7 habitudes des musulmans qui sont performants. Donc, à un moment, j'avais dit que c'était bien en rapport avec un frère comme Abdou Karim Diaw, qui s'y connaît beaucoup, comment sur les questions religieuses, théologie pure, les hadiths du prophète, la sira, etc. On essaie de mettre ensemble pour essayer de sortir quelque chose à proposer à nos frères et sœurs et à la communauté. Ce serait extraordinaire parce que nous avons quand même, du point de vue de la tradition islamique, des valeurs islamiques, quelque chose qu'on peut apporter pour féconder déjà la littérature extrêmement abondante dans le secteur du développement personnel. Donc, Balé, vous pouvez également et d'autres faire joindre à nous éventuellement pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer quelque chose dans ce sens. Je crois qu'avoir répondu de manière vague aux différentes questions qui sont posées, s'il y a d'autres questions, je peux vous redonner la parole. Alaykoum salam wa barakatuh. Donc, jazakumullah khairan. Donc, il y a les remerciements des frères dans le chat. Donc, vraiment, ils apprécient la qualité de la présentation et aussi vraiment votre disponibilité compte tenu de votre calendrier vraiment chargé. Vous avez tenu à respecter l'engagement, comme vous avez dit. Vraiment, nous vous en remercions. Il y a peut-être une petite question que j'ai sautée. Il y a parlé de synthèse. Il y avait une petite synthèse qu'on peut faire du livre parce que j'ai cité beaucoup de principes. Je crois qu'il y a une présentation qui dit que le livre pouvait être pratiquement résumé en 3 phrases. La première, if you want to be successful, you have to take 100% responsibility for everything that you experience in your life. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez prendre entièrement responsabilité de tout ce que vous faites et ce qui vous arrive dans votre vie. La deuxième idée de force, c'est que tout ce que vous pensez, ce que vous dites, impacte un peu sur justement la manière dont vous attendez les objectifs qui vous semblent les plus fondamentaux. C'est en résumé la loi de l'attraction. Et la troisième phrase dit que
achieve desired outcome, one must replace complaining with making requests and taking action. Si vous voulez justement atteindre les objectifs et les objectifs fixés, il faut arrêter de vous plaindre. Il faut prendre des actions, un nombre d'actions, et il faut également être en mesure d'apprendre auprès des autres. Donc, il y a l'idée de contrôle qu'il soit pour l'objectif par rapport à sa vie. Il y a l'idée que vous pouvez perdre des biens matériels, mais les compétences que vous avez acquises, vous les gardez pour de bon, si vous êtes bien entendu en bonne santé. Et une autre idée est que vraiment atteindre un objectif élevé dans un secteur déterminé, vous devez déjà vous mettre dans la visualiser, vous mettre un peu déjà dans la peau de quelqu'un qui a déjà atteint cet objectif de révéler cette station. Et ça renforce vos capacités, votre énergie positive pour aller vers ça. Et une dernière idée qui est importante, the world doesn't pay you for what you know, it pays you for what you do. Le monde ne vous paye pas, ne vous récompense pas en fonction de ce que vous connaissez, mais en fonction de ce que vous faites, en fonction de l'impact que vous laissez à la société. Voilà. Alaykoum salam wa barakatuh. Je pense que ceci résume assez bien donc, ce qu'on a pu découvrir de cet ouvrage-là. Je pense que s'il n'y a pas quelqu'un qui souhaite intervenir encore, une autre question, on pourrait peut-être laisser juste son excellence conclure. Hein. Nous en arrêter là. Nous le remercions encore une fois pour sa disponibilité. D'accord, Inch'Allah, je pourrais partager avec vous les documents écrits, je pourrais vous l'envoyer. Il y a quelques résumés, synthèses, même la liste des principes, je pourrais l'envoyer, aussi bien en anglais et en français, pour partager pour ceux qui ne vont pas accéder directement au livre, au moins de pouvoir le relire par eux-mêmes, parce que c'était agi d'une présentation, d'une sorte d'introduction. Naturellement, pour ceux qui peuvent vraiment le faire, l'idéal c'est d'aller lire le livre, c'est important, c'est un ouvrage vraiment qui m'a beaucoup servi. Et je dis que la littérature de développement personnel, ce n'est pas seulement de la littérature, on peut s'en servir. Et j'avoue que c'est beaucoup de choses, ces documents m'ont beaucoup aidé, aussi bien celui-là que Seven Habits of Highly Effective People, ou bien Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, même Think Big de Donald Trump qui l'a écrit, Trump pas homme politique, mais Trump homme d'affaires qui a écrit Think Big, How to Get Rich Out of the Thing. Donc la littérature de développement personnel peut nous aider beaucoup à atteindre des objectifs que nous fixons dans la vie. Inch'Allah, les documents que j'ai sur ce sujet-là, je pourrais essayer de l'envoyer dans le groupe. Inch'Allah. Il y en a que j'ai en version papier, anglais et français. Numérique. Inch'Allah. Jazakumullah khairan à tous. Merci encore pour votre attention. Amin. Jazakumullah khair. Amin. Merci. Jazakumullah khair. Merci.